Ensemble des activités non enregistrées ni réglementées par l'État, le secteur informel constitue le pilier central de l'économie togolaise, employant près de 88% de la population active, soit environ 3 millions de personnes. Il englobe une diversité d'activités allant du petit commerce aux services artisanaux en passant par les transports informels. Bien qu'il contribue entre 20% et 30% au produit intérieur brut PIB du pays, ce secteur présente des défis majeurs. L'absence de protection sociale est l'un des plus préoccupants. Sans couverture médicale ni assurance, les travailleurs informels restent vulnérables en cas de maladie ou d'accident. De plus, l'accès au financement reste limité, les banques exigeant des garanties souvent inaccessibles. Résultat, des conditions de travail précaires et des revenus instables. À Lomé, le revenu horaire moyen dans l'informel est estimé à 277 francs CFA, avec une forte disparité entre les hommes, 349 francs CFA, et les femmes, 184 francs CFA. Comparativement, en Afrique subsaharienne, le secteur informel représente en moyenne 40% du PIB dans les pays à faible revenu et 35% dans ceux à revenus intermédiaires. Des pays comme le Bénin et le Niger connaissent des réalités similaires, notamment dans les secteurs du commerce et de l'artisanat. Toutefois, la prédominance du secteur informel au Togo soulève une question centrale. Comment améliorer les conditions de ces travailleurs sans fragiliser l'équilibre économique qu'ils représentent ? Si la formalisation pourrait garantir à ces travailleurs plus de sécurité et accroître les recettes fiscales de l'État, elle risque aussi d'alourdir les charges des petits entrepreneurs. La solution passe par un accompagnement progressif, une simplification administrative et un meilleur accès au crédit. En attendant, des millions de Togolais continuent de travailler dans l'ombre entre nécessité et incertitude. Dans un contexte mondial marqué par des défis économiques croissants, le Togo s'engage dans une nouvelle démarche pour mieux comprendre et structurer son économie réelle. Le recensement général des entreprises, RGE, dont la deuxième édition est en cours de préparation, s'impose comme un outil stratégique pour cartographier le tissu entrepreneurial national et orienter les politiques publiques. Le RGE2 vise à dresser une radiographie complète du paysage économique togolais en mettant en lumière les forces et faiblesses des différents secteurs d'activité. Les résultats attendus ne sont pas uniquement destinés aux décideurs publics, mais également aux investisseurs privés et partenaires au développement. En fournissant une cartographie précise des entreprises, le recensement permettra de mieux orienter les investissements vers des secteurs stratégiques et d'accompagner la formalisation des activités informelles. L'un des enjeux majeurs est la capture de la réalité du secteur informel, qui représente une part importante de l'économie togolaise et qui fournit près de 88% des emplois. En intégrant ces acteurs dans ces analyses, le recensement pourrait ouvrir la voie des politiques inclusives visant à formaliser progressivement ces activités tout en préservant leur dynamisme. Alors que le recensement vise à mieux structurer l'économie togolaise, il pourrait aussi révéler des réalités moins visibles, comme les entreprises dites fantômes. Ces structures, parfois inscrites sur les registres officiels sans véritable activité, pourraient impacter la fiscalité et la compétitivité des entreprises légales. Le RGE2 représente ainsi une occasion unique pour identifier ces entités et évaluer leur influence sur l'économie nationale. Le Togo, tout comme les autres pays du monde, fait face aux défis climatiques. Malgré son faible niveau d'émissions de gaz à effet de serre, le pays fait face à des impacts climatiques mettant en péril plusieurs secteurs, notamment agricoles et énergétiques. Pour faire face davantage au phénomène, les parlementaires togolais pensent adopter une loi climat. En effet, en 2 jours de séminaire tenu à Lomé du 25 au 26 février, l'Assemblée nationale togolaise, en collaboration avec celle de la francophonie, a abordé plusieurs thématiques clés telles que le rôle des parlementaires dans la gouvernance climatique, aussi les meilleures pratiques législatives en matière de lutte contre le changement climatique sont analysées, sans oublier les enjeux et défis du changement climatique au Togo et les mécanismes de financement de la politique climatique nationale. Rappelons que les effets du changement climatique sont bien présents au Togo. Les inondations, les périodes de sécheresse et les érosions, entre autres, sont devenus le quotidien des Togolais.
Le changement climatique représente l'un des plus grands défis auxquels l'humanité est confrontée actuellement. Leurs effets sont ressentis de manière disproportionnée par les populations les plus vulnérables. Le Togo subit également les affres de ces changements climatiques. Pour faire face à ces effets néfastes, la Banque ouest-africaine de développement BOAD dote le pays financièrement. Il s'agit d'une aide financière de 17 milliards de francs CFA du Fonds vert pour le climat. Ce soutien a pour but d'assister les communautés en situation de vulnérabilité face aux enjeux environnementaux. Rappelons que les groupes vulnérables au Togo sont touchés par le phénomène dans le domaine de l'agriculture. En effet, les changements climatiques soumettent l'écosystème côtier du pays à des changements rapides. L'érosion des côtes, l'augmentation des températures marines, entre autres, entraînent une baisse de la productivité des pêches, sans oublier la dégradation des terres agricoles à l'intérieur du pays. Le capitaine Ibrahim Traoré, dirigeant du Burkina Faso depuis 2022, mise sur l'autonomie économique pour réduire la dépendance aux aides étrangères et exploiter les ressources internes. Cette stratégie au sein de l'Alliance des États du Sahel avec le Mali et le Niger reflète une quête de souveraineté économique soulignée par le professeur Amidou Sawadogo. Vous avez un modèle d'économie endogène qui est de mettre l'accent sur les ressources internes. Cela a permis au chef d'État, au gouvernement, de mettre l'accent sur l'agriculture. Mais le second volet, c'est essentiellement l'industrialisation de notre production. Ce modèle a placé l'agriculture au cœur des priorités économiques avec des fonds dédiés et une hausse des outils de production. Résultat, la campagne 2024 a produit près de 6 millions de tonnes de céréales. Dans cette dynamique, la sécurisation du territoire reste essentielle. Personnellement, j'allais recommander de mettre encore plus de moyens au niveau de la défense du territoire pour que nous puissions exister. Et une fois qu'on arrive à bouter essentiellement les terroristes hors de nos contrées de l'AES, alors dans ce sens maintenant, nous pourrons construire ce que nous appelons un développement endogène. Les résultats sont visibles avec une amélioration de la croissance économique, une accélération du PIB et une prévision de croissance de 3,7% en 2024. Cependant, face aux défis sécuritaires et structurels persistants, le Burkina doit ajuster son modèle pour répondre aux réalités de son développement. À la question de savoir si la Grande-Bretagne allait imposer des sanctions au Rwanda, Ray Collins, en charge de la politique africaine au ministère des Affaires étrangères, a répondu oui. À la question de savoir quand, il a répondu bientôt. S'adressant à l'agence de presse Reuters, en marge de la réunion du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies organisée à Genève, le ministre a par ailleurs ajouté que le Royaume-Uni avait clairement fait connaître sa position sur la question du soutien du Rwanda aux rebelles du M23, à l'origine des combats dans l'est de la RDC. Cette position avait été expliquée dans un discours prononcé par l'ambassadeur britannique James Kariuki le 19 février dernier au Conseil de sécurité de l'ONU. Ce dernier avait déclaré que le gouvernement britannique exprimait sa profonde inquiétude face à l'avancée continue en RDC du M23 et des forces de défense rwandaises, ajoutant qu'il s'agissait d'une violation inacceptable de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et d'une violation de la Charte des Nations Unies. Le Rwanda est confronté à une pression mondiale en raison des allégations selon lesquelles il soutient le M23 qui, depuis janvier, s'est emparé de pans entiers de l'Est. Ce mardi, les conseillers municipaux et provinciaux tchadiens ont voté pour élire les sénateurs. Selon les résultats provisoires de l'Agence nationale des élections, le parti au pouvoir, MPS, Mouvement patriotique du salut, a remporté 45 des 46 sièges. L'unique siège restant a été attribué au Rassemblement national des démocrates tchadiens, dirigé par Albert Pahimi, qui a dénoncé des irrégularités dans la ville de Moundou et appelle à un recomptage des voix. Cette élection a été marquée par l'absence de plusieurs partis d'opposition comme les transformateurs qui ont boycotté le scrutin. Consolidé par la réélection de Mahamat Idriss Déby avec 61% des voix lors de la présidentielle de mai 2024, le MPS se retrouve ainsi avec un contrôle presque total des institutions politiques
tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. La mise en place de ce nouveau Sénat s'inscrit dans un climat fragile où les défis de la réconciliation nationale et des réformes demeurent cruciaux pour l'avenir politique du Tchad. La crise politique s'intensifie en Guinée-Bissau. L'opposition a annoncé qu'elle paralysera entièrement le pays en raison d'indifférents sur la date d'expiration du mandat de 5 ans du président Umaro Sissoco Embalo. Par ailleurs, alors qu'Embalo se trouvait récemment à Moscou pour s'entretenir avec Vladimir Poutine, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a évoqué la possibilité de déployer une mission pour résoudre la crise. Les élections législatives prévues pour novembre 2024 ont été reportées indéfiniment par le gouvernement qui a invoqué des obstacles techniques et financiers, brouillant ainsi le calendrier électoral. Embalo, ancien général de 52 ans, a déclaré que les élections présidentielles et législatives n'auraient pas lieu avant le 30 novembre, ce qui accentue les tensions dans un pays qui a déjà connu des coups d'État militaires. Rassemblés tout au long de la route d'une centaine de kilomètres qui relie le sud de Tel Aviv, départ du cortège, au kibboutz de la famille Bibas dans le sud d'Israël, des dizaines de milliers de personnes et un silence pesant, à peine brisé par l'hymne national israélien. Pour les funérailles de Shiri, la mère, Ariel 4 ans, et Kfir 9 mois, c'est tout un pays qui communie autour de cette famille, devenue le symbole de la tragédie des otages. Quand je pense au 7 octobre, c'est à cette famille que je pense en premier. Toute leur famille qui les a soutenus et s'est battue pour qu'ils les ramènent à la maison. Et malheureusement, ils sont revenus, mais pas vivants. Les dépouilles de Shiri Bibas et de ses enfants ont été restituées la semaine dernière. Une restitution qui a suscité de nombreuses réactions en Israël, notamment celle de la famille Bibas elle-même, qui a accusé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou d'avoir abandonné ses membres enlevés par le Hamas. Un avis partagé par une partie des Israéliens présents pour les funérailles. Toutes les familles des otages ont été abandonnées, pas seulement la famille Bibas. La catastrophe du 7 octobre a été ressentie par tout le pays. Nous l'avons tous vécu, chacun à notre manière. Nous savons avec certitude que Netanyahou n'a pas fait de son mieux jusqu'à présent pour ramener tout le monde. Car nous savons pertinemment qu'il aurait pu le faire il y a près d'un an et sauver de nombreuses vies. Pendant l'éloge funèbre, la famille Bibas a affirmé que tous les responsables israéliens devaient assumer leurs responsabilités. Quant à Yarden, le mari de Shiri Bibas et père des 2 enfants, lui-même otage et libéré le 1er février dernier, il leur a demandé pardon pour ne pas avoir pu les protéger. L'Ukraine et les États-Unis sont sur le point de signer un accord stratégique au terme d'un bras de fer entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Bien que non finalisé, il pourrait bien marquer un tournant majeur dans leurs relations économiques. Il inclut notamment l'accès pour les États-Unis aux minéraux rares d'Ukraine. En échange, Kiev espère garantir un soutien militaire continu de la part des États-Unis, vital dans sa guerre contre la Russie. Les discussions sont donc avancées et l'accord pourrait être signé dès ce vendredi. Cependant, un point majeur reste en suspens. La question des garanties sécuritaires que Kiev considère comme essentielles. L'accord en cours de préparation ne les inclut pas encore et le président ukrainien Volodymyr Zelensky pourrait se rendre à Washington pour accélérer ces négociations. Il faut noter que le cadre proposé ne reprend pas la proposition initiale des États-Unis concernant les compensations basées sur les minéraux rares. À la place, un fonds commun serait mis en place avec une préparation équitable des bénéfices.